L'association Face à l'inceste a publié des chiffres suivants. Un Français sur 10 a été victime d'inceste. Autrement dit, 3 élèves dans une classe de 30 a été victime de violences sexuelles de la part de proches. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Réanne, une femme courageuse et forte qui nous fait partager son histoire. Elle nous raconte ce que ça a impacté dans sa vie, avant, pendant et encore aujourd'hui. Vous écoutez le podcast des vies et des histoires. Cet épisode est titré L'inceste raconté par Réanne. Bonjour, Bonjour Jules. je te souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast des vies et des histoires. Tu es là aujourd'hui pour nous raconter ton histoire qui s'est déroulée quand tu avais 10-12 ans. Euh, Elle commence où exactement ton histoire? Donc cette histoire commence effectivement aux alentours de mes 10 ans. Donc j'ai plus vraiment les dates précises en tête, mais elle commence quand je prends l'habitude d'aller au sein de ma famille parentale les week-ends. Je grandis avec une maman et un papa séparés, avec un papa pas très présent, mais pour autant, sa famille il l'est beaucoup. Donc, je me rends régulièrement chez eux pour les voir. Et l'inceste commence à ce moment-là. Donc, je me trouve à dormir dans une chambre et puis cette fameuse personne arrive pour un soir juste me caresser les cheveux, puis repart. Et je suis étonnée de la démarche parce que c'était pas du tout quelqu'un qui était tactile ou proche de moi, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose de pervers, quelque chose de sale, etc. Donc je me dis, bon, pourquoi pas. Donc ça commence vraiment petit à petit comme ça à l'âge de 10-11 ans. Avec juste te toucher les cheveux, c'était comme ça que ça a commencé. C'est ça. En fait, l'inceste s'est installé petit à petit, de façon pour moi innocente au début, puis en fait très vite, j'ai fini par comprendre qu'il y avait quelque chose de dérangeant dans son comportement, puisqu'en fait ça n'arrivait que le soir quand il n'y avait personne, et puis cette personne donc rentrait dans la chambre et puis a fini par avoir des gestes déplacés, puis a fini par avoir des comportements incestueux jusqu'à arriver à des agressions sexuelles. Donc, au début, ça a commencé par des papouilles sur les cheveux, puis après des caresses sur le corps. Et là, j'ai compris, quand il a touché mes parties intimes, qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais ça s'est tellement installé petit à petit que moi, j'ai été pris de culpabilité et je me suis dit, tu as une part de responsabilité dans ce qu'il t'arrive parce que tu n'as jamais tiré la sonnette d'alarme avant. Et donc, ça s'est vraiment installé de cette façon, petit à petit. D'accord. Donc, on disait tout à l'heure que ça a duré 2 ans, du coup, entre 10 et 12 ans. C'est ça. En ce moment-là, forcément, comme tu le disais, tu n'avais pas, enfin, tu t'es dit qu'il fallait pas en parler. Voilà, tu l'avais gardé pour toi. Oui. En fait, je l'ai gardé pour moi parce que j'étais prise déjà de culpabilité. Pour moi, en tant qu'enfant, j'avais ma part de responsabilité, même si aujourd'hui, avec le recul, je suis totalement innocente. Enfant, je me disais, si tu ne dis rien, il ne le sait peut-être pas que tu ne veux pas. Et en fait, oui, mais ne rien dire, ce n'est pas consentir. Mais pour autant, enfant, je ne le comprenais pas. Et puis, j'avais surtout pas envie de faire du mal à ma maman, puisque j'ai toujours eu une relation de confiance avec ma mère, une relation totalement libre. C'est des sujets qu'on abordait à la maison. Mais pour autant, je savais que ça allait la rendre profondément triste d'apprendre que sa fille est victime d'agression sexuelle. Donc, je me suis tue. Je me suis tue jusqu'au jour où, à chaque fois que je devais me rendre au sein de ma famille, j'avais la boule au ventre, je devenais malade. Et j'ai demandé à ma maman, écoute maman, est-ce que
quand je vais là-bas, est-ce que je peux au moins dormir avec mon frère parce que la nuit, un tel vient et me touche les fesses. Et là, ma maman a tout de suite été alertée du comportement. Elle m'a dit, comment ça, il te touche les fesses? Est-ce qu'il t'a fait autre chose? Est-ce que machin? Et moi, j'ai répondu, non, non, t'inquiète, mais juste, il vient m'embêter la nuit et puis j'aimerais être tranquille pour dormir. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, mon frère, contre son gré, a fini par dormir avec moi toutes les nuits. Et donc, les agressions se sont arrêtées. Avec le recul, maintenant, je sais que en fait, ma maman en a parlé à mon père à ce moment-là et que les agressions n'ont pas cessé parce que je dormais avec mon frère, mais plutôt parce que toute la famille était au courant et que ça avait fait un très gros chaos familial qui fait que plus personne ne m'approchait pour le coup. Donc maintenant, avec le recul, je comprends. C'est seulement il y a 2-3 ans que j'ai dit à ma mère que j'avais été victime de réelles agressions sexuelles. Et, et là, elle m'a expliqué que elle en avait parlé à mon père pourtant à cette époque, juste qu'il me touchait les fesses. Comme tu lui avais dit dans un premier temps. C'est ça, quand je lui en avais parlé quand j'étais petite, et c'était pour ça en fait que ça avait cessé. Et donc j'ai appris il y a 2-3 ans que finalement toute ma famille était au courant de tout ce qui se passait et que pour autant ils se sont tous tus et que je n'ai jamais eu un seul soutien, un seul mot réconfortant, une seule parole qui me disait on te croit. J'ai eu vent de paroles comme elle ment, elle déforme, elle a mal interprété. Non, non, non. Alors à l'époque, je me rendais pas du tout compte de ce que j'étais en train de vivre parce qu'en fait, à 12 ans, j'avais juste le modèle de reproduction papa sur maman, maman sur papa, et pour moi, il n'existait pas d'autres pratiques sexuelles. Donc, je ne me rendais vraiment pas compte que j'étais en train d'être agressée. Donc, évidemment, je subissais à chaque fois le moment et j'étais totalement consciente de chaque moment. Je n'avais pas du tout ce côté de dépersonnalisation. Et je savais très bien qu'il fallait que je me prépare le soir. J'enfilais 2 pantalons de pyjama, je mettais 2 culottes et je me disais, j'espère que ça va le décourager. Et donc je savais très bien ce que je vivais n'était pas bien. Je savais que je le subissais, mais pour autant je le gardais pour moi, pour par honte et pour ne pas blesser personne. Et en fait, ouais, j'ai appris il y a 2-3 ans que tout le monde était au courant et que pour autant, je n'avais jamais eu aucun soutien. Et là, je fais le lien parce que cette personne-là, du jour au lendemain, ne m'a plus jamais approché, ne m'a presque plus adressé la parole. Les derniers réels échanges que j'ai eus avec, c'est quand on m'a contraint de me rendre à son mariage. Et si tu veux l'anecdote, eh ben, sa femme s'appelle comme moi. Donc, le jour du mariage, maintenant avec le recul, je me rends compte que mon papa m'a contraint à aller à ce mariage-là, en sachant très bien que tout ce qu'il s'était passé. Et j'ai vu les faire-part avec mon nom et son nom écrit, et je me souviens m'être dit, mais c'est horrible. C'est le mot, c'est horrible. Voilà. Donc, par chance, ma maman en avait parlé à mon papa, et du coup, ça s'est arrêté 12 ans, à l'âge de mes 12 ans. Mais pour autant, l'impact de toutes ces agressions m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. C'est justement ça la question qui me vient en tête. Après avoir vécu toutes ces agressions, comment est-ce que tu as vécu tout ça sur ton adolescence? Et ben, en tant qu'adolescente, j'ai très très mal vécu le changement de mon corps. Alors, voir mon corps se transformer, le regard des gens qui sexualisent mon corps, ça me dégoûtait. J'avais un oncle pour rigoler qui me disait ah t'as des petites piqûres de moustiques qui poussent. Non tonton c'est pas drôle je t'assure. Regarde pas mon corps, ne regarde pas mon corps, laisse-moi tranquille. Et puis je n'ai jamais eu de petits copains, mes copines au collège qui avaient des amoureux, les premiers bisous, etc. Pas du tout, pas du tout. Euh, je me souviens même m'être forcée une fois à avoir un amoureux et lui avoir fait un bisou au collège. J'ai vomi.
À ce point, à ce point. J'ai vomi parce que je supportais pas, je sais pas, cette approche amoureuse qu'il pouvait avoir envers moi. Ça me dégoûtait, ça me repoussait vraiment. Alors déjà que je ne supportais pas le regard de mon corps, je supportais pas le regard des autres sur mon corps et encore plus romantiser une relation qui pour moi était inenvisageable. Euh, de même au lycée. Au lycée, je pouvais bien m'entendre, etc. Mais quand il s'agissait de concrétiser la moindre relation avec un garçon, c'était un très 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 gros blocage. J'ai détesté mon corps en étant adolescente. Je l'ai détesté le début de l'âge adulte. Euh, j'ai fait endurer des choses à mon corps. J'ai eu des troubles alimentaires. Et tout ça, je suis certaine que ça a un lien parce que je taisais tout mon mal-être et je me faisais subir des sentences parce que je n'aimais pas mon corps. Donc, adolescence a été très compliqué. Début adulte, j'ai eu mon premier amoureux où je me suis dit, bon, et ben avec lui, je l'aime tellement que je me vois faire ma vie avec, je me vois avoir une première relation avec lui. Évidemment, à chaque fois qu'il me touchait, à chaque fois qu'il rentrait dans ma zone de confort, je me disais, si un jour tu dois avoir un échange, un débat sexuel, il faut que tu lui dises ce que tu as vécu, sinon il ne va pas comprendre, quoi. Donc je lui ai dit, écoute, avant qu'il se passe quoi que ce soit, sache que j'ai subi de l'inceste. Évidemment, je ne lui ai raconté aucun détail, comme je n'ai jamais raconté aucun détail à personne, parce que c'est mon histoire très très privée et je ne le raconterai à personne. Mais pour autant, il n'avait pas besoin de connaître tous les détails pour, Pour prendre conscience de la gravité de ce que c'est. Voilà, pour compatir et prendre en compte cette information le jour où il y aurait eu échange. Et en fait, il a rigolé. Il m'a fait une petite blague sur le viol et je me suis dit, mais Coco, ça va pas. Ouais, Coco, je crois que tu es bien loin de t'imaginer en fait le traumatisme que j'ai vécu. Et donc, je l'ai quitté. J'ai jamais eu aucun échange avec lui parce que je m'imaginais pas lui faire confiance, quoi. Donc, il y en a eu un deuxième qui, lui, a bien réagi et pour autant, je dirais pas que j'ai subi les relations que j'ai eues avec lui, mais je n'ai pas forcément pris de plaisir. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, quand on touche mon corps, c'est presque douloureux pour le coup. Je sais que je ne supportais pas qu'on le touche et j'avais, je sais pas, une relation tous les 2-3 mois avec lui parce que ça ne m'attirait pas, ça ne me manquait pas, ça ne me donnait pas envie. Donc je m'étais dit, eh ben, je suis asexuelle, quoi. Donc mes débuts d'adulte, c'était ça. J'ai fini par quitter cette personne-là parce que même s'il était plein de compréhension, il vivait mal ce peu de proximité que j'avais avec lui. Et moi aussi, je me disais, mais le pauvre, et je culpabilisais, je me disais en allant me coucher, j'espère qu'il ne va rien tenter parce que non, je n'en ai pas envie et non, je n'en aurai pas envie encore, ni demain, ni après-demain, etc. Donc je l'ai quitté après plusieurs années. Et là, j'ai fait une psychothérapie. J'avais déjà été internée précédemment parce que ça allait pas bien dans ma vie. J'ai redemandé à l'être de nouveau et cette fois-ci à être accompagnée par des médicaments, par des psychologues, par une psychologue. Et là, c'est toute une démarche qui commence à 24 ans et tu te dis, bon, bah, là, il va falloir parler, il va falloir ouvrir, il va falloir oraliser. Et ça, je ne l'avais jamais fait, mais même moi toute seule, je ne m'étais jamais posée et m'être dit, bah écoute, Réane, t'as été victime d'agression sexuelle, quoi. Faut pouvoir extérioriser tout ça pour pouvoir passer à autre chose, quoi. Parce que tu ne seras jamais capable d'aimer correctement et tu n'accepteras jamais qu'on t'aime de manière charnelle. Donc, j'ai commencé la psychothérapie. Qui coïncidait en même temps que la période où tu en as parlé, tu l'as verbalisé à ta mère. C'est ça. Et ben, j'ai pu le verbaliser à ma mère. Et la première chose que j'ai pu faire également, c'est le verbaliser à mes petites sœurs. Parce que mes petites sœurs ont grandi dans le même environnement que moi. Et ma première inquiétude a été de savoir si elles aussi, elles avaient été victimes de ce même agresseur que moi. Donc, dès que j'ai pu oraliser envers mes petites sœurs, j'ai tenté
de savoir si elles aussi avaient été victimes de ces agressions sexuelles-là. Elles m'ont répondu que non. Par chance, elles avaient été laissées tranquilles. C'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. J'étais vraiment hyper rassurée. Je l'ai aussi également demandé à mes petites cousines, savoir si elles avaient aussi été victimes de cet agresseur-là. Donc, si je comprends bien, j'ai vraiment été la seule. Ou alors, peut-être qu'elles n'ont pas encore fait la démarche de l'accepter ou même de l'oraliser aussi. En tout cas, pour mes petites sœurs, je suis certaine qu'elles n'ont rien vécu parce que de par notre proximité, elles me l'auraient dit. Donc, je l'ai oralisé et ça m'a fait un bien fou. Et c'est pour ça que je suis ici aussi aujourd'hui parce que j'ai compris que la honte, elle n'était pas de mon côté, que c'était lui qui devait avoir honte de son comportement, que je n'avais pas avoir à subir encore pendant des années ces souvenirs traumatisants et que ça avait été ma faiblesse à une époque et qu'aujourd'hui, si j'ai un bon caractère et si je ne me laisse plus faire, c'est parce qu'aujourd'hui, ça en fait aussi ma force, quoi. Donc, après ma psychothérapie, après cet accompagnement psychologique, eh ben, j'ai rencontré un monsieur avec qui je suis encore aujourd'hui, qui a été très compréhensif. Aujourd'hui, je suis parfaitement épanouie, je suis parfaitement heureuse et je pense que le plus gros est fait, même si au quotidien, ça m'impacte toujours. J'ai mis des années avant d'être à l'aise avec la nudité, à être à l'aise avec mon corps, à me dire que oui, je peux être jolie, oui, je peux être attirante et oui, je peux aussi jouer de ça parce qu'auparavant, c'était inenvisageable. Derrière, en fait, ce n'est pas aussi cette façon que tu avais de ne pas forcément aimer ton corps. Tu me diras si c'est exact ce que je vais dire. Ce n'est pas aussi, en fait, cette réflexion que tu te fais en te disant, du moment où je commence à me dire que je peux être jolie, je peux être désirable, la personne qui va me désirer va peut-être pas le faire avec de bonnes intentions, comme ça a été Exact. dans le passé pour toi, C'est peut-être? ça. En fait, quand ça allait mieux, quand je me suis séparée de mon ex-compagnon, je me suis déjà sentie plus jolie, sentie séduisante, etc. Mais pour autant, dès qu'un garçon s'approchait et jetait mon décolleté ou avait des petites paroles, alors pour moi j'allais dire sales, mais des paroles cochonnes, je sais pas, et ben ça me dégoûtait. Automatiquement, c'était mais ne t'approche pas de moi, c'est mort. J'avais encore un problème avec la relation que je pouvais avoir avec mon corps. Je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que je peux plaire. Quand j'ai des gens qui m'accostent dans la rue, je me dis gros dégueulasse. Alors que je pourrais me dire, bah oui, évidemment, je suis jolie. Merci du compliment. Mais non, ça me dégoûte encore. Et même si pour autant mon corps ne me dégoûte plus. Donc, je pense que le fait d'en parler et d'être aussi bien entourée, ça m'aide parce qu'auparavant, lorsque j'ai pu oraliser, lors des premiers temps, eh ben, je me suis confrontée à des murs. Tu vois, mon premier copain qui s'est moqué de moi, et puis mon groupe de copines à l'époque, je leur avais dit, la première fois où je me suis faite hospitaliser, parce que j'ai été pas internée, mais j'étais pas côté psychiatrique, mais je me suis faite hospitaliser parce que ça n'allait pas bien dans ma tête. Je leur ai dit, à l'époque, je leur avais dit, écoutez, faut que je vous dise, voilà, j'ai subi ça quand j'étais petite. Et elles m'ont tourné le dos. Elles m'ont tourné le dos parce qu'elles m'ont dit écoute, tu as trop de fierté pour cacher ce genre de choses. Écoute, on te connaît pas vraiment. Et encore une fois, je me suis dit merde quoi. Mon premier copain, mes copines, les gens ne comprennent pas le mal-être que je peux vivre et l'impossibilité auquel je fais face à vivre avec avec ce passé-là quoi. Donc aujourd'hui, ça va mieux parce que tu vois, je t'en parle, parce qu'aujourd'hui, je banalise la chose, j'en parle publiquement. Mais il y a quelques années, quand j'ai tenté d'en parler autour de moi, tout le monde m'a tourné le dos. Donc, ce traumatisme que tu as vécu entre 10 et 12 ans a impacté ta vie sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan social. C'était vraiment un truc qui a, sur le plan personnel aussi, où ton regard sur toi-même n'a pas été, en tout cas, un très bon regard. Mm. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Et ben aujourd'hui, écoute, j'ai plus de mal avec mon corps. Amoureusement, je suis épanouie. Amicalement, j'ai fait du tri.
Je, je me méfie toujours beaucoup des gens parce que, tu vois, pour parler de sujets très sensibles, j'ai besoin que tu fasses partie de mon cercle très proche. Je dissocie beaucoup amis et potes. Donc, j'ai très, 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 très peu d'amis. Donc, je fais la démarche d'en parler aujourd'hui publiquement pour dire qu'il ne suffit pas de rentrer dans des détails pour juste comprendre le traumatisme que ça peut être de vivre l'inceste. Mais voilà, c'est toujours autant compliqué. Je te cache pas que je pense que j'y pense plusieurs fois dans la semaine. Et ça me met en À ce point? colère, oui, et ça me met en colère de me dire que cet homme-là, aujourd'hui, vit une vie de famille, vit sa best life, que cet homme-là vit sa meilleure vie aujourd'hui, à mon avis, sans aucun remords, parce qu'il n'est jamais venu me voir. Tu vois, cet homme-là, aujourd'hui, est profondément religieux. À l'époque, déjà, il donnait des cours à des enfants autour de la religion. Je sais qu'il est parti à la Mecque, enfin, ce genre de choses, et il ne s'est jamais repenti de ces actes-là. Donc, est-ce que il se rend compte qu'il a traumatisé ma vie? Est-ce qu'il se rend compte que j'étais au courant, quoi, que c'est pas parce que Tu ne j'étais lui disais rien, que que tu étais déconnecté de ce qui se passait. c'est ça, c'est ça. Alors, j'étais pas déconnectée parce que je savais exactement ce que je vivais et ce que je subissais, mais je me taisais. Je me taisais et je faisais semblant de dormir, ou alors, je me souviens une fois m'être réveillée et lui dire, mais tu fais quoi? Il m'a dit, ah, je suis venue voir si tu dormais. Non, bah non, regarde, je suis déshabillée. Non, tu mens, tu vois. Et jamais il n'a fait face à ses actes. Et, et ça, je suis profondément en colère. Encore aujourd'hui, je ressens de la colère et de la haine envers lui, tout comme je ressens aussi de la colère envers ma famille. Parce qu'aujourd'hui, mon papa, il a dit à mes petites sœurs, Réane, elle n'est pas très famille. Mais si Réane, elle n'est pas très famille, c'est parce que sa famille, elle n'a pas été là pour elle quand ça n'allait pas. Je, je me souviens m'être ouvert à quelques membres de ma famille qui l'ont bien reçu, mais qui m'ont dit, tu sais, les autres ne te croient pas. Et ça me met hors de moi de me dire que je dois me justifier parce que je suis la victime et que c'est l'autre côté qui devrait justifier ses actes et pas moi qui devrait justifier le parcours que je vis aujourd'hui, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Après avoir vécu tout ça, à tes 18 ans, est-ce que tu as eu envie d'entreprendre une démarche judiciaire, porter plainte contre cette personne de ta famille? Ouais, j'y ai beaucoup pensé. J'y ai beaucoup pensé. J'y ai pensé encore récemment. Et puis, en fait, je me suis dit que j'avais peut-être pas besoin de ça pour avancer dans ma vie, parce que le plus gros, je l'ai fait dans ma tête. Mais pour autant, tu vois, je me dis qu'il devrait payer pour ce qu'il a fait. Et que j'aurais besoin au moins d'un pardon, au moins de quelque chose, d'un acte qui me dise, OK, tu peux passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, si j'y pense encore quotidiennement, c'est parce que je suis pas passée à autre chose au fond de moi. Et c'est dur de me l'avouer, mais c'est la vérité. Mais je pense que à 18 ans, j'étais incapable d'aller à la police et de me dire, de leur dire, écoutez, j'ai été victime d'inceste parce qu'il aurait fallu tout raconter, qu'à l'époque c'était impossible pour moi et que ils auraient demandé des prélèvements, ils auraient demandé des justificatifs, des choses comme ça. Et tu vois, cette démarche de me justifier, je n'avais pas envie de la faire. Et puis, en fait, des preuves, je n'en avais plus puisque c'était il y a des années. Et je me doutais que mon affaire allait être classée sans suite comme toutes les autres victimes d'inceste, Malheureusement. malheureusement. Et donc, je ne l'ai pas fait parce que je m'étais dit que le meilleur moyen de passer à autre chose, bah, c'était d'avancer. Donc, j'ai avancé et j'avance encore. Et un jour, je passerai totalement à autre chose. Je te le souhaite en tout cas. Euh, Avec tout ce que tu as vécu, qui te suit encore aujourd'hui, comment est-ce que tu entrevois l'avenir? Positivement. Parfait. Non, aujourd'hui, je me vois avancer encore à deux avec l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Mais tu vois, je ne me vois plus forcément avancer avec ma famille près de moi, même si ça me rend très triste.
même si c'est une part de deuil parce que c'est une relation familiale que je rêvais et que je n'aurai jamais. Je sais que ces gens-là ne partageront pas ma vie de manière très proche plus tard parce que je pense qu'ils ne me comprennent pas et je pense qu'ils sont beaucoup trop loin de la réalité. Aujourd'hui, je sais que ce côté-là de ma famille côtoie encore cette personne régulièrement, très régulièrement, qu'il est invité au repas de famille, etc. Que moi, je ne le suis plus et que C'est toi qui as mis de côté. voilà, et que c'est moi qui ai été mis de côté, et que ça s'est fait petit à petit, progressivement, et qu'aujourd'hui c'est installé, et que voilà, il n'y aura jamais de pas en avant de leur part, et qu'aujourd'hui, je le dis, il n'y aura plus de pas en avant de ma part, parce que je préfère me dire que j'avance sans cette famille-là, mais avec des gens qui me croient, avec des gens qui me soutiennent, avec des gens qui m'aiment. Et je pense que le lien du sang ne fait pas tout, parce que j'ai reçu un soutien énorme de mes amis, un soutien énorme de ma belle famille, de mon compagnon, de ma maman, et que c'est ces gens-là qui m'aiment. Et je pense que même s'ils ne se l'avouent pas, ils ne me considèrent pas comme un membre de leur famille. Sinon, ils seraient venus me voir à l'époque. Ils m'auraient dit juste, je te crois, ça va aller, on est là pour toi. Et que ils ont préféré dire que j'avais mal interprété ou que je mens. Donc j'avance sans cette partie-là de ma famille ou alors de manière éloignée. Mais pour autant, je suis heureuse et pour autant, je m'imagine avec une vie de famille plus tard. Je m'imagine toujours aussi épanouie avec mon monsieur. Et puis c'est OK. Mais c'est vrai qu'il a fallu faire le deuil de la famille idéale à cause de ça. Eh bien, pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les victimes d'inceste qui nous écouteraient C'est pas une fin en soi, l'inceste. Il y a un après inceste. Ça, c'est dur, mais quand on dit que le temps fait les choses, le temps fait vraiment les choses et le temps aide vraiment. Et que vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous avez vécu et que toutes les personnes qui peuvent entourer des personnes victimes d'inceste, essayez de vous mettre un peu à la place de ces personnes-là et dites-vous que c'est du x10 ce qu'elles ressentent, que chacun vit les choses différemment, que même si on en rigole des fois, je suis la première des fois à blaguer dessus, quand tu es face à ton corps ou quand tu te retrouves tout seul, c'est pas évident et ça ne sera sûrement jamais évident ou alors beaucoup plus tard. Donc faites preuve un peu de tolérance, d'écoute et le minimum c'est juste d'être là. On vous demande pas de vous mettre à notre place, mais juste de faire preuve d'ouverture d'esprit et ne doutez jamais quand quelqu'un vous dit qu'il a été victime d'agression, c'est qu'il fait déjà preuve d'un courage immense de l'oraliser et de vous le dire et qu'il vous fait confiance et ne remettez jamais en doute ses paroles. Si je peux me permettre, j'espère que ce message, ce côté de ta famille l'a aussi entendu et l'a compris et que même si toi tu ne feras peut-être plus de pas vers eux, peut-être que ça déclenchera un pas de leur côté vers toi. Ce serait la plus grande surprise de ma vie. Une belle, j'espère en tout cas. Oui. Eh bien, je te remercie de nous avoir raconté ton histoire avec autant de courage. Merci. Je te connaissais déjà comme une femme sûre d'elle, intelligente, bourrée de beaucoup de talent. Et ce soir, tu viens simplement d'ajouter un autre adjectif, une femme forte et aussi forcément une femme très courageuse. Alors merci. Merci. Merci pour ton histoire. C'était l'épisode L'inceste raconté par Réanne, notre invitée du jour. Je lui dis un grand merci. Elle m'avait répondu quand je lui avais demandé de passer dans l'émission que c'était très important pour se taire. Elle a bien raison. Je remercie également Chris Kevin derrière la caméra. Merci encore une fois pour son talent. Au revoir et à la prochaine.